Donc les entrepreneurs sont d'une certaine façon les raisons des problèmes qu'on a, mais ils sont aussi la solution. Je m'appelle Quentin Sagnier, je suis entrepreneur. Ce que j'ai fait dans la vie, c'est 4 enfants, enfin surtout mon épouse, et j'ai créé un certain nombre de sociétés, dont la plus connue c'est sans doute De Vialet. Et je travaille depuis 2 ans à peu près sur un nouveau projet. Alors De Vialet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise dans le domaine du son, une entreprise très innovante. On a déposé plus de 250 brevets. C'est une entreprise qui a inventé de nouveaux modes d'amplification du son, des nouveaux types de produits comme le Fantôme qui se trouve derrière moi, qui a développé sa technologie non seulement dans ses produits, mais aussi pour la vendre à d'autres industriels qui peuvent intégrer ces technologies dans des produits, dans une voiture, dans un smartphone, dans une box, enfin, etc. Plein d'autres produits qui peuvent intégrer ces technologies exceptionnelles. La mission de Vialet, c'est d'apporter aux gens l'émotion de la musique au plus vrai, au plus réel, grâce à des technologies qui ne suppriment aucun, qui ne transforment aucun détail dans la restitution de la musique. En fait, la différence entre une interprétation exceptionnelle et une bonne interprétation, ou une très bonne interprétation, c'est des détails, c'est des petites choses. La musique, c'est la même, les notes sont les mêmes. Voilà, ce qui change, c'est la capacité de l'artiste à restituer dans la musique ses intentions à travers des détails. Et si vous entendez ces détails, l'émotion, elle est extrêmement forte. Si vous n'entendez pas ces détails, l'émotion, elle est un peu plus faible. Et donc, sa mission, c'est d'arriver à transmettre l'émotion de la musique de la manière la plus intense possible, parce que la musique nous fait du bien, parce qu'il y a une valeur énorme à la transmission de la musique dans les meilleures conditions possibles. Voilà, la musique nous soigne, la musique nous éveille, nous excite, nous engage à faire des choses. La musique, voilà, elle fait partie de nos vies et c'est une énergie fondamentale, quoi. Et Greenback, c'est donc cette nouvelle société, c'est Greenback. C'est la première agence mondiale de notation des terres cultivées. Donc l'idée, c'est de donner à tous les acteurs qui sont impliqués dans des choix relatifs à l'agriculture, c'est-à-dire que vous soyez un agriculteur qui travaille ses champs, que ça soit une industrie biosourcée, agroalimentaire par exemple, qui achète, qui s'approvisionne auprès d'agriculteurs pour des produits agricoles, que ça soit des banques, des assurances qui financent l'agriculture, l'agroalimentaire, enfin toutes les activités agricoles, c'est de fournir un état de santé des sols qui sont utilisés par ces acteurs-là, directement ou indirectement. Une mesure d'impact des pratiques agricoles sur l'état de santé des sols. La mission de Greenback, c'est de changer l'agriculture. C'est-à-dire, c'est de faire en sorte qu'on ait un regard différent sur l'état de santé des sols agricoles, qu'on s'intéresse aux sols agricoles. C'est 25% de la biodiversité mondiale, c'est 95% de notre alimentation qui vient des sols cultivés, et 52% des sols, selon l'ONU, des sols agricoles aujourd'hui sont abîmés ou très abîmés. Et donc il y a un enjeu majeur à créer une préférence généralisée de tous les acteurs impliqués dans des choix qui concernent de fait les sols agricoles, parce que la façon de produire a un impact sur le sol, le type de production a un impact sur les sols, enfin voilà, tout ça, c'est de faire en sorte que tous ces acteurs-là, ils aient une mesure de l'impact de ce qui est fait sur l'état de santé des sols, et donc qu'ils puissent décider, et qu'ils soient tentés de décider forcément, dès lors qu'ils ont une mesure d'impact, de façon à assurer une préférence et des sols en bonne santé et durables. Mon parcours, c'est, je disais, je suis entrepreneur, c'est-à-dire, en fait, j'ai jamais imaginé de pouvoir faire autre chose que ça. J'ai jamais envoyé un CV, j'ai jamais imaginé en fait de pouvoir travailler ailleurs que dans une entreprise que j'aurais créée.
Parce que j'ai des envies, des convictions, des façons d'aborder les choses ou de vouloir résoudre les problèmes, voilà, qui sont les miennes, et j'ai du mal à, je sais pas obéir, voilà, enfin c'est, et puis j'aime créer, enfin voilà, donc j'ai commencé quand j'étais à Dauphine, pendant mes études, à créer une première boîte, à conseiller des boîtes en matière d'informatisation. C'est l'époque où le micro-ordinateur arrive, hein, c'est il y a très 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 longtemps. Et donc ces boîtes, elles ont à appréhender en fait cette problématique-là. Et donc je savais rien faire évidemment, mais comme n'importe quel étudiant, mais en revanche, personne finalement ça fait faire grand-chose dans ce domaine-là. Et voilà, donc j'avais une fraîcheur, une ouverture sur ces sujets-là, une curiosité, ce qui faisait que je pouvais Voilà, j'ai écrit un bouquin de finance, j'ai développé un logiciel, enfin j'ai fait plein de choses pendant mes études. Et puis après, j'ai monté plusieurs boîtes, pas mal de boîtes de conseil en fait, en communication, en stratégie, etc. Jusqu'à De Vialet. C'est le rêve un peu californien du hardware. Je suis né, on va dire, professionnellement en même temps que l'arrivée du Macintosh. Enfin, tout ça. Donc, j'avais envie de mener ce rêve, en fait. Ça a duré 10 ans. Et puis, aujourd'hui, voilà, Greenback, c'est... je m'imagine pas faire autre chose que ça. C'est-à-dire d'avoir un impact sur l'environnement. Ce que j'aime dans le processus de création, c'est de partir d'un problème complexe et d'arriver à trouver des solutions simples. Enfin, les solutions sont jamais vraiment simples. Enfin, disons de trouver, pour Greenback, c'est quelle est la chose la plus simple au monde que je puisse faire et qui puisse tout changer en matière d'agriculture. Donc, c'est-à-dire se dire comment je mets un levier en fait sur le système. Voilà, donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le globe. C'est un peu ça, c'est-à-dire en fait où il faut mettre un levier pour être capable de changer vraiment les choses à partir de quelque chose d'assez simple, quoi. Ça, c'est excitant. Et ça, c'est ce qui m'a toujours guidé, d'arriver à inventer une histoire, inventer un produit, un marché, etc., à partir d'une résolution de problèmes qui m'intéressait. C'est être curieux, c'est-à-dire j'en entends parler, je vais voir, je vais dans un magasin qui vendait les premiers Mac, j'essaye et je me dis ce truc-là va tout changer, quoi. Mais je me souviens, c'est instantané, quoi. Je me suis dit voilà, enfin donc j'ai couru à la banque, j'ai fait un emprunt étudiant, 20 000 francs à l'époque, et voilà, et puis quelques semaines après, je suis allé acheter mon Mac et je savais pas à quoi ça servait, enfin, mais je savais que ce truc-là allait tout changer en fait. Et voilà, il y a 1000 façons d'entreprendre. Et en fait, la caractéristique, c'est que tu peux entreprendre avec des types de talents complètement différents, quoi. C'est-à-dire, t'as des entrepreneurs qui sont des gens, des champions du monde de l'organisation, du process, de la vérification au quart de poil, de moindre machin, etc., et qui aiment ça. T'as des entrepreneurs qui sont des hyper créatifs, t'en as qui sont des meneurs d'hommes, L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de profil d'entrepreneur. Donc, l'important, c'est pas tant ce que tu sais faire, parce que quand tu fais tes études, tu sais pas faire grand-chose. Mais en revanche, tu peux avoir des caractéristiques, des envies, des enthousiasmes qui sont, eux, très très forts et qui, eux, constituent une base très forte pour entreprendre. Voilà, tu as plus de chances d'être un bon entrepreneur en étant hyper enthousiasmé, hyper curieux
de telle ou telle chose, je sais pas, l'horticulture, voilà, les piscines, voilà, enfin, chacun choisit ses sujets, que d'être le premier de la classe en maths. Ça n'exclut pas, hein, et tu peux être meilleur en maths et être intéressé à l'horticulture et avoir envie de faire des choses dans ce domaine. Mais ce qui va pousser quelqu'un à créer, c'est pas ça peut être sa passion des maths s'il fait quelque chose dans les maths, mais c'est d'abord une passion en fait, plus que sa performance. Voilà, c'est son envie en fait, son courage, son envie et son courage, c'est-à-dire son capacité à se coltiner des choses difficiles et à vouloir atteindre des résultats exceptionnels. C'est ça qui va le guider en fait. Ben, je pense que la première chose, c'est que tu te révèles à toi-même, quoi. C'est-à-dire, entreprendre, c'est difficile. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup, beaucoup plus facile d'aller chercher un job, voilà, et c'est pas condamnable. Voilà, c'est beaucoup plus facile d'envoyer son CV et d'aller chercher un job. C'est beaucoup plus difficile d'entreprendre. Ben, c'est comme le mec qui monte à l'Everest plutôt que celui qui monte sur la dune du Pilat, quoi. Il a plus de chances d'apprendre sur lui-même en montant à l'Everest qu'en montant à la dune du Pilat. Il a plus de chances d'être confronté à des choses difficiles pour lesquelles il devra mobiliser des ressources qu'il n'imaginait pas pouvoir mobiliser. C'est tout ça. Donc l'intérêt pour un étudiant, enfin pour un être humain d'entreprendre, c'est de se découvrir et de se découvrir dans une activité où tu n'es pas seul, mais tu es avec d'autres, tu construis une équipe, enfin, c'est très enthousiasmant. C'est hyper excitant de faire ça, de partir de rien et de créer quelque chose. Et ça part de l'envie. Et je pense qu'il ne faut pas entreprendre pour vouloir être riche ou pour... je sais pas, impressionner les autres, ou voilà, il faut le faire pour soi. C'est une activité dans laquelle on donne beaucoup, mais il faut d'abord le faire pour soi. Il faut d'abord le faire pour se confronter à ses limites, à ses choix, à sa vie, quoi, et de vivre quelque chose d'intense. En lequel tu décides ce que tu fais, quoi. Bah, à l'issue de mes études, en fait, j'avais lancé cette activité de conseil, aux entreprises qui s'informatisaient, j'avais écrit ce bouquin de finance avec un de mes profs, j'avais développé un logiciel d'analyse et de prévision financière. Enfin, j'avais fait, donc j'ai continué à valoriser ça, puisqu'on avait vendu un éditeur, on avait vendu à une boîte d'informatique, enfin on l'avait vendu à un certain nombre d'acteurs du marché. Et après, la première boîte après, c'est une rencontre, quoi. C'est-à-dire de rencontrer quelqu'un et puis de se dire on fait les choses ensemble. Donc après, ça a été un conseil en stratégie de communication. Et en fait, c'était au moment où il y avait des privatisations de Saint-Gobain, de la Compagnie Générale d'Électricité, de Alcatel. Enfin, il y avait un certain nombre d'acteurs comme ça qui étaient privatisés. C'était en 1986, c'est vous dire. Et donc, ils avaient des problématiques de passer d'entreprises publiques à des entreprises privées, cotées, et avec souvent une ouverture internationale à ce moment-là. C'est des entreprises qui basculaient sur le marché mondial. Et donc, voilà, on travaillait à ça, c'est-à-dire d'aider du point de vue corporate, quoi, assez global, ces boîtes-là à changer de leur approche en fait de la communication et de leur stratégie de communication sur les marchés. Moi, j'ai toujours été un consultant entrepreneur. Je pense que si j'avais été uniquement un consultant, ça m'aurait assez vite gavé, en fait, parce que la dimension entrepreneuriale était essentielle pour moi.
de toute façon, à un moment, ça m'a effectivement gavé, quoi, d'être consultant et de pas faire. On apprend beaucoup quand on est consultant. On apprend beaucoup d'abord sur la relation humaine, c'est-à-dire quand vous avez 25 ans et que vous devez conseiller quelqu'un, vous avez intérêt à savoir comment vous asseyez dans un siège. Enfin, je veux dire, voilà, tout est important. Pour conseiller des gens, il faut beaucoup d'empathie, en fait. Il faut être capable de se mettre à la place des gens pour savoir comment ils peuvent recevoir ce que vous pouvez dire. Voilà, sur des sujets délicats, parce que ça touche à la façon dont les gens managent leur boîte, à leur comportement, à pas mal de choses, quoi. Voilà, mais c'est des parcours, sont des parcours dans lesquels on apprend. Je pense que le métier aujourd'hui, il est sans doute très différent de ce qu'il était il y a 20 ans. Voilà, je referai pas ça aujourd'hui, mais j'ai bien aimé pas mal de choses, et notamment parce que c'est difficile. J'aime bien les trucs difficiles. Enfin, voilà. Ça m'intéresse pas trop de monter au Pilat. Enfin, j'adore la dune du Pilat, mais c'est un autre sujet. Mais voilà, je préfère l'Everest, on va dire. En fait, c'est des rencontres à chaque fois. J'ai un cousin designer. On avait un rêve de monter une boîte dans l'audio. On rencontre un ingénieur qui a développé une nouvelle technologie. Il a travaillé sur des premiers prototypes. On écoute, et puis on commence à réfléchir, quoi. Et à la fois, c'est donc à la fois des rencontres, des émotions, enfin, de la même façon, c'est-à-dire l'émotion musicale, enfin des choses qui donnent envie de se battre et de faire des choses. Et donc il cherchait quelqu'un qui ait une orientation business et qui soit entrepreneur et capable de porter le projet. Donc il y avait un mix parfait, le sujet était hyper excitant. Moi j'avais envie de quitter le conseil de toute façon, et je cherchais un projet comme ça, donc j'étais prêt et les circonstances se sont présentées et j'y suis allé. Ce qui change nos vies, c'est les gens qu'on rencontre. Et donc voilà, si on a envie d'entreprendre, la première chose à faire, c'est de rencontrer des gens, c'est d'aller voir, enfin c'est de sortir de chez soi et de rencontrer des gens, et si possible des gens différents de soi, c'est-à-dire qu'on a intérêt à avoir des compétences qui sont des compétences variées, différentes, mais c'est d'abord une aventure humaine, quoi, et une rencontre et des choix qu'on fait ensemble. 2008, c'est une crise monumentale, qui est économiquement plus brutale que celle qu'on connaît aujourd'hui. Sur le marché du conseil, tous les contrats qu'on avait ont été dénoncés et tous les contrats qu'on avait en discussion ont été arrêtés. Donc ça veut dire qu'à un moment, du jour au lendemain, c'est 100% du business qui sort, quoi. Donc ça, c'est 2008. Le projet de Vialet, on a commencé à mettre des fonds et à développer le truc à partir de 2006. Donc on fait déjà des choses depuis presque 2 ans. J'ai un bon ami qui, à mon avis, instrumentalisé un peu par mon épouse, me pousse à l'époque à pas faire de Vialet, en fait, plutôt à chercher un job. C'est un passionné de musique. Et en fait, ce que je fais ce jour-là, c'est que je l'emmène écouter nos premiers protos chez un revendeur où on a installé ce premier proto pour faire des écoutes, voilà. Et en fait, il va écouter ce premier proto. Et à la fin de l'écoute, il me dit « Écoute Quentin, tu me demandes ce que tu veux, mais évidemment tu fonces, quoi. » Voilà. C'est aussi une décision dans laquelle tu intègres dans ta décision pas uniquement ce que tu es capable de mettre dans un tableau Excel, quoi, mais aussi l'enthousiasme et la capacité que tu as à convaincre les autres. Parce que si j'étais capable de le convaincre lui à ce moment-là, ce que je ne savais pas au moment où il rentre dans la pièce, je savais que si j'avais été capable de le convaincre, je saurais en convaincre d'autres, quoi. D'abord, c'est beaucoup de réflexion. Enfin,
Moi, je crois à la valeur de la réflexion, de penser les choses, et le plan de Vialet, la façon d'aborder le marché, les produits qu'on allait sortir, etc. On y a réfléchi très en amont, c'est-à-dire dès 2006, parce que c'est des process très lents, c'est des process de développement qui sont, voilà, c'est 2, 3, 4, 5 ans pour certains produits. Donc il faut avoir défini ça voilà, à la racine, à partir d'une réflexion. Personne ne s'intéresse au fait que tu arrives, personne ne t'attend. Voilà, enfin, ce qui est la réalité. C'est-à-dire, il ne faut pas s'imaginer, ah tiens, je vais sortir ce truc et ça va être la révolution parce que tout le monde m'attend, et que voilà, au contraire, quoi. Il faut se dire que les obstacles, ils sont permanents, ils sont difficiles, ils sont hauts, Et en fait, tout est difficile en matière d'entrepreneuriat. Enfin, je crois pas. Parfois, il y a des gens qui ont un coup de bol, voilà, qui démarrent un truc et puis voilà. Mais dans 99% des cas, c'est très très difficile. Donc moi, ce que je dirais à un étudiant, par exemple, qui veut se lancer dans le hardware, que en fait, le vrai sujet, c'est son enthousiasme, c'est-à-dire jusqu'où il est capable de souffrir pour ça. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il est capable de mettre comme énergie pour arriver à faire ça. Et en fait, c'est ça le juge de paix, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui a fait un CAP de cuisinier peut devenir un grand professeur de médecine. Mais simplement, les efforts qu'il aura à fournir pour le devenir sont gigantesques par rapport à quelqu'un qui sortirait d'un bac avec une mention très bien et qui serait d'une famille de médecins et qui, voilà. Donc, moi, je dirais que tout est accessible à partir du moment où tu es prêt à faire les sacrifices qui vont avec, quoi. Et il y a toujours des exemples de gens qui arrivent à faire des choses exceptionnelles auxquelles ils n'étaient pas destinés, simplement parce qu'ils ont eu de courage que beaucoup d'autres n'ont pas, quoi. Il faut un projet exaltant. Et puis, il faut chercher des profils qui vont avec ce que tu construis. C'est-à-dire, je parle d'enthousiasme, la capacité des gens à mobiliser une énergie exceptionnelle au sein d'un projet, des gens talentueux à la base. Pour moi, c'est un critère fondamental de recrutement. Ouais, c'est des gens qui aiment les défis, qui aiment la complexité, qui recherchent pas de confort. Mais de la même façon qu'on convainc les gens pour les recruter, de la même façon qu'on convainc les gens pour acheter les produits, voilà, donc c'est le projet, c'est l'enthousiasme, et puis c'est l'épreuve, quoi. C'est-à-dire d'arriver avec des éléments qui sont les preuves des difficultés qu'on a déjà su surmonter, de ce qu'on est déjà capable de faire en termes de produits, ce qu'on est capable de prouver en termes de performance. Et là, il faut effectivement être capable d'aligner des faits et des nombres, quoi. À la fois sur le passé et sur le futur. Mais un investisseur, il achète, il a envie de croire à des histoires, en fait, mais au sens sérieux des choses. Mais il a envie de croire à des histoires. Il a envie de donner son argent et son enthousiasme pour rentrer dans une histoire qu'il pense ambitieuse et qui finit bien, quoi. Et c'est ça qu'on leur donne. Et on leur donne avec les faits qui lui permettent d'apprécier la capacité à effectivement exécuter l'histoire dont on parle, quoi. Il y avait une volonté d'avoir des investisseurs qui pouvaient avoir un impact sur notre notoriété aussi, et de participer au développement de Vialet de cette façon-là. Parce que au-delà de l'argent que tu as, la valeur d'un investisseur, c'est ce qu'il est capable de t'apporter
par exemple, dans ce domaine-là, où ça peut être des réseaux, ça peut être des choses comme ça, mais en l'occurrence, c'était aussi beaucoup de notoriété, de capacité à convaincre à un étage au-dessus, quoi. Et pas uniquement des financiers, mais aussi des gens qui étaient des investisseurs et des entrepreneurs à succès, quoi. Moi, je suis plus un créateur qu'un gestionnaire. En fait, on a levé 160 millions d'euros. Je ne suis pas quelqu'un de très obéissant. Et donc, j'ai envie de vivre, de reprendre une aventure personnelle et de créer quelque chose dans lequel je vais regagner des marges de manœuvre, de liberté. J'ai vécu beaucoup de choses exaltantes chez De Vialet. À un moment, tu as envie de te laver un peu le crâne, quoi. C'est-à-dire de changer d'obsession, en fait. Donc voilà, et les problématiques d'environnement, les problématiques, en particulier liées à l'agriculture, c'est des sujets qui m'intéressent et m'énervent d'ailleurs depuis longtemps. Donc ce sujet-là, il était dans ma tête et j'avais besoin de le réaliser. J'ai pas 20 ans, donc j'ai pas non plus un temps infini. Donc il était temps de passer à autre chose, quoi. Je ne m'imagine pas faire autre chose que Greenback. Je pense que les enjeux environnementaux aujourd'hui, ils sont criants. Enfin, il faut agir en fait. Je ne sais pas monter une ONG. Je suis pas un politique. La seule chose que je sais faire, c'est entreprendre. Et donc, il m'est apparu que j'avais un besoin vital en fait d'agir en matière d'environnement en créant une entreprise qui soit un game changer sur le marché de l'agriculture. De Vialet à Greenback, en fait, il y a beaucoup de similitudes dans le mélange entre deux technologies et de nouvelles approches de marché, dans un marché concret. Je me suis retrouvé aussi ignorant des questions de génomique, de problématiques de carbone organique, etc., que je l'avais été des problématiques de traitement de signal, d'acoustique, etc. Et j'adore ça, en fait. J'adore être dans des situations dans lesquelles je ne connais pas les sujets que j'aborde, mais que je me dois de comprendre ce dont il s'agit. Voilà, et puis il y a une dimension émotionnelle chez De Vialet qui est évidente avec la musique. Il y en a une aussi qui est évidente avec la problématique d'environnement. Je pense que il y a des vraies opportunités. Enfin, par exemple, si je prends le marché de l'agriculture, je pense que les sujets liés à l'alimentation, à l'agriculture, vont être dans les 20 dernières années que le développement d'Internet a été en termes de business. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des mutations extrêmement importantes, qu'il y a des enjeux fondamentaux. La valeur de la capitalisation boursière mondiale, c'est à peu près 70 000 milliards d'euros. C'est la valeur des terres agricoles mondiales. Donc il y a un actif extrêmement important et cet actif, son prix augmente de 15% par an. On va drainer des milliards, des centaines de milliards, des milliers de milliards vers l'agriculture, vers toutes ces problématiques-là dans les années qui viennent. Donc je pense qu'il y a des enjeux business qui sont fondamentaux parce que il y a un risque environnemental et un risque de pénurie, de pérennité des actifs qui est fondamental, quoi. Donc si on réfléchit de manière froide, enfin je dirais oui froide, cynique, enfin sans, voilà, c'est pas en tant qu'un militant écologiste convaincu, c'est de se dire voilà, où est l'avenir du business. Je pense que c'est un domaine qui apparaîtra de manière évidente et c'est vrai de beaucoup de sujets environnementaux. Je pense que le sujet majeur, c'est pas l'aéronautique, quoi. Je regrette pour les gens qui travaillent dans ce domaine, mais la réalité, c'est qu'on a vu à quel point ce modèle était fragile. Et en fait, on arrive très bien à se passer de l'essentiel des voyages qu'on pouvait faire. Et qu'on n'est pas prêt de revoir des A380 avec 600 Chinois dedans qui vient visiter Paris. Voilà. Après, la tech for good, moi je me méfie aussi du greenwashing dans ce domaine-là et
voilà, des grands mots et voilà. Ce que je supporte pas bien, c'est qu'on prenne les gens pour des imbéciles en faisant du green avec n'importe quoi. La technologie peut clairement jouer un rôle dans les transitions qu'on a à mener, évidemment, ça c'est pas discutable. Voilà. Et après, il y a des gens qui ont vraiment des projets qui utilisent de la technologie et qui vont dans ce domaine-là. Il y en a plein, il y a plein de projets intéressants, dont Greenback. Mais l'entreprise, notre modèle économique et l'entreprise, c'est assez largement la raison du problème dans lequel on est, les problèmes environnementaux dans lesquels on est, les problèmes de pollution des sols, pollution des océans, etc., sont liés à des activités économiques. Donc les entrepreneurs sont d'une certaine façon les raisons des problèmes qu'on a, mais ils sont aussi la solution, c'est-à-dire ils sont aussi ceux qui ont la capacité à faire bouger la société, sans doute beaucoup plus vite encore que les politiques. C'est-à-dire qu'ils ont un effet de levier qui est très important. Dès lors qu'une entreprise prend dans ce domaine-là des dispositions ou naît avec des dispositions et une volonté de changer les choses en matière d'environnement, ça peut avoir un impact considérable. Pourquoi on met des intrants chimiques dans le sol? On met des intrants chimiques, des pesticides, des engrais, etc., pour s'assurer une certaine forme d'assurance sur sa récolte future et ses revenus futurs. Donc on met de la chimie parce qu'on se dit si j'en mets pas, j'ai un parasite qui reste de venir, ou alors je vais avoir ma récolte qui va être insuffisante parce que ça va insuffisamment pousser, etc. Et ça, c'est une assurance chimique. On peut imaginer que demain, cette assurance, elle soit plus une assurance chimique, mais une assurance assurantielle, c'est-à-dire liée à un phénomène, à un dispositif d'assurance où on va dire à l'agriculteur, tu mets pas de chimie, mais on t'assure. C'est-à-dire si jamais le parasite débarque, on va assurer ton revenu, on va assurer ta récolte, on va assurer que tu pollues pas, et en revanche, la collectivité va prendre en charge ce risque-là avec un dispositif assurantiel. C'est un nouveau business, mais ça pourrait même être un nouveau business pour les gens qui vendent des intrants chimiques, en disant je vais mettre un peu moins de chimie dans tel produit, mais je vais rajouter une assurance. Quand mon client il va acheter ce produit chimique-là, je vais limiter son spectre, et je vais lui dire, en revanche, il te couvre comme auparavant, c'est-à-dire si jamais ce parasite-là, qui arrive une fois sur 50, mais qui est dans tous les produits que j'ai, survenait, je ne l'ai pas mis dedans, le produit qui tue ce parasite-là. En revanche, je t'assure que s'il arrive, alors l'assurance te paiera. Et voilà. Et donc on peut entreprendre de façon évidemment volontaire, mais c'est-à-dire avec des dispositifs qui peuvent vraiment changer les comportements, les pratiques et l'impact de l'entreprise sur les milieux naturels. Non, mais tu les prends, entrepreneur, c'est une suite ininterrompue d'échecs, quoi. Voilà, tu échoues parce que tu penses aborder le marché comme ça et il réagit pas comme ça. Tu échoues parce que tu fais un recrutement et c'est pas la bonne personne. Tu échoues en permanence. Plus tu fais de choses, moins ta capacité de succès est grande, quoi. Donc tu le prends tout le temps, ton risque. Tu prends ton risque quand tu fais des choix d'embaucher quelqu'un, tu prends ton risque quand tu t'associes avec quelqu'un, tu prends ton risque quand tu prends telle ou telle personne comme investisseur, et c'est une collection d'échecs, c'est-à-dire tel investisseur, tu n'aurais pas dû le prendre, tel associé, c'est une brêle, etc. C'est ça en permanence. Donc il faut aimer le chemin, c'est-à-dire il faut aimer se coltiner des choses difficiles avec leur dose d'échec. Si t'aimes pas ça, n'entreprends pas, quoi. Moi, c'est un milieu qui m'intéressait, qui m'attirait beaucoup à cause d'Apple, du Mac, cette histoire-là dans laquelle moi j'étais né à ma vie professionnelle dans ce cadre-là. Avec De Vialet, c'était forcément un endroit où on avait envie d'aller et de nous faire connaître, reconnaître.
On a eu beaucoup de contacts là-bas, on est rentré chez Apple, on a négocié avec beaucoup d'acteurs de la Silicon Valley, enfin jusqu'à Seattle. C'est aussi un endroit où la tech est très présente, mais disons sur la côte ouest américaine. Et puis nous, on était dans la musique, donc Los Angeles, c'est aussi un endroit qui compte dans ce domaine-là. C'était un rêve d'ado, quoi. C'est le lieu d'où sont parties les grandes révolutions qu'on a connues ces 20 dernières années. Et je pense que c'est fini. Je pense qu'aujourd'hui, le modèle de la Silicon Valley, c'est un modèle qui n'est guidé que par l'argent. Je pense qu'on ne croit plus à rien d'autre qu'au fric. Je pense qu'on a vu naître des sociétés qui ont un impact aujourd'hui totalement délétère sur la situation politique des pays, etc. Enfin, moi, ça me fait plus rêver du tout, quoi. Les enjeux sont pas là, quoi. Et honnêtement, moi, une des raisons de création de Greenback, c'est la destruction, j'ai vu, de la Californie par l'exploitation, enfin par l'agriculture californienne, par l'exploitation complètement déraisonnable des ressources en eau. La Californie est détruite, quoi. Et il y a qu'à voir les incendies. C'est-à-dire, c'est pas une fatalité, ça n'a rien d'une fatalité. C'est le résultat de la politique qu'on mène depuis 40 ans en Californie du point de vue agricole et auquel la plus grande concentration de pognon et d'intelligence de la planète qui est là-bas ne se coltine pas, quoi. C'est-à-dire, en fait, on ne résout pas les vrais problèmes. Et pendant ce temps-là, on invente des réseaux sociaux qui ont l'impact qu'on connaît sur notre démocratie. Voilà, je pense que nos rêves sont planétaires, ils naissent plus là-bas, quoi. L'entrepreneuriat, c'est une école de la vie, quoi. Voilà, si vous voulez vivre intensément, engagez-vous, et l'entrepreneuriat, c'est une façon de s'engager. Voilà. Après, chacun, il y a des gens qui ont des talents pour d'autres choses. Je pense qu'il y a plein de façons de s'engager. Voilà, moi en tout cas ça a été la mienne, c'est la mienne. Nous soigne. Le plus grand défi des 20 prochaines années. Un impératif absolu. C'est plus le sujet. Voilà, je dirais entreprenez, prenez votre vie en main, soyez acteur de votre vie, parce que c'est ça qui compte, c'est ça qui va faire que vous allez vous découvrir, apporter aux autres, créer des choses, etc. Et une des façons de le faire, c'est d'entreprendre, c'est de créer une entreprise, quoi.